Il y a 100 ans, naissait le régime le plus criminel de l'histoire de l'humanité. Je veux parler du communisme. Solzhenitsyn rappelait que le monstre communiste tuait avant que son jumeau, le nazisme, ne tue. Qu'il tuait encore alors que le nazisme ne tuait plus. Et le communisme tue toujours. Alors que l'œuvre de mort du nazisme ne cesse d'être rappelée, celle du communisme est bien trop souvent occultée. C'est pour affronter ce mémoricide que nous avons réalisé ce film. Voici un siècle que ce que l'on a appelé la Révolution d'octobre, en réalité coup d'État communiste, triomphait à Pétrograd, capitale de la Russie, au matin du 26 octobre 1917. C'est le 7 novembre, dans notre calendrier, que ce nouveau régime s'impose. L'ancienne Russie des tsars sera appelée soviétique dès 1918, avant la création officielle de l'URSS en 1922. Le communisme est une très vieille idée. Le communisme, a-t-on pu dire, c'est la vieillesse du monde. Il est le fait de sociétés vieillissantes qui tendent à la sclérose totalitaire. Et un penseur aussi éminent que le russe Chafarevitch, compagnon de Solzhenitsyn, a écrit un livre majeur, Le phénomène socialiste, qui fait remonter le communisme à tous les plus hauts empires barbares de la Chine, forme de communisme aussi dans les civilisations de l'Amérique centrale. Donc, idée neuve, sûrement pas, mais idée réactualisée dans les utopies de notre civilisation et qui a émergé notamment avec la Révolution française, avec un Gracchus Babeuf, qui a été au fond le grand inspirateur. Il a été guillotiné ensuite, mais les révolutionnaires se dévorent entre eux. Il a été le grand inspirateur du communisme moderne. Le communisme évolue au cours du XIXe siècle, du XXe siècle. Dès le XIXe siècle, c'est l'apparition de Karl Marx avec Engels, c'est le manifeste du Parti communiste, personnage d'ailleurs extraordinaire que ceux de Karl Marx et d'Engels, dont on a trop oublié qu'ils étaient d'ailleurs des hommes de leur temps. Ils sont des darwiniens sur le plan social, ils sont des racistes, des antisémites. J'ai publié dans mon livre « Communisme » des extraits de Marx. Donc, idée neuve, sûrement pas. Idée vieille réactualisée, ayant pris un tour monstrueux au XXe siècle, oui. Au fil des siècles, quelles que soient ses phraséologies, le communisme s'est toujours ramené, comme l'écrit le grand penseur russe Igor Chafarevitch, à propager un programme en 4 points. L'abolition de la propriété privée, l'abolition de la famille, la recherche d'un bien-être exclusivement matériel, la diminution puis la suppression du travail. C'était là le noyau commun à toutes les utopies que brassaient les révolutionnaires d'octobre, anarchistes, socialistes ou communistes, avec en commun une volonté idéologique fondamentale, tout le pouvoir aux soviets. Là résida la première et constante grande tromperie léniniste, puisque jusqu'à la chute de l'URSS, les soviets, les conseils, ne seront jamais que des structures totalement suscitées et tenues par le Parti communiste. C'est un coup d'État militaire, appuyé notamment sur les marins de la flotte de Kronstadt. C'est un coup d'État appuyé sur les éléments militarisés des soviets de Pétrograd. C'est donc un coup d'État dans une perspective, bien sûr, révolutionnaire. Le coup d'État révolutionnaire avait été réalisé après 2 jours d'émeutes et de combats contre les dernières troupes du régime du socialiste Kerensky par une petite minorité de militants bolcheviques sous les ordres de Trotsky, manipulant les soviets d'ouvriers de Pétrograd. L'élément décisif de la victoire avait été le renfort des marins mutinés de Kronstadt, la grande base de la marine russe sur la Baltique, et notamment de ceux du croiseur Aurora, tirant sur le palais d'hiver. Ces marins anarchistes crurent avoir fait une révolution où désormais tout, à tout niveau, se déciderait démocratiquement dans les soviets. Mais pour Lénine et Trotsky, tout le pouvoir aux soviets,
voulait en fait dire tout le pouvoir au parti. Dès lors, de 1917 à mars 1921, les relations se dégradèrent entre les soviets de Kronstadt et le pouvoir communiste. Tout le monde, ou presque, se souvient de la chanson de Jean Ferrat, « Ma mémoire chante en sourdine Potemkin ». Jean Ferrat chantait les marins du Potemkin, ces marins de ce cuirassé mutiné en 1905 sur la mer Noire. Il n'a pas raconté la suite. Ces marins anarchistes de la flotte de la mer Noire, on les retrouve somme toute quelques années plus tard dans ce qui est la grande flotte russe sur les mers libres, sur la Baltique. Et les marins de Kronstadt, de cette immense, qui est toujours immense base de la marine russe, ces marins sont le fer de lance militaire de la Révolution. C'est eux qui, à partir du croiseur Aurore, vont bombarder le palais d'hiver. Les relations vont s'aigrir entre la direction bolchevique de la Révolution et les marins. Les marins protestent souvent. Alors, Trotsky, Lénine leur font savoir qu'il faut attendre, que l'âge d'or de la démocratie permanente, ça sera pour demain. Qu'en attendant, il faut de l'autorité. Qu'en attendant, il faut de la discipline. Et ça ne marche pas. Les marins se révoltent. Et là, la mémoire de Jean Ferrat n'a pas fonctionné. La mémoire de ce chanteur apparatchik bolchevique n'a pas fonctionné. Parce que les marins de Kronstadt vont se révolter et ils vont être anéantis sur ordre de Trotsky et de Lénine. Ils vont être anéantis notamment par la cavalerie de l'armée rouge qui s'est constituée depuis. Alors un certain nombre pourront fuir à travers la Finlande et d'autres connaîtront les exécutions et les goulags. Mais bien avant l'extermination des camarades de Kronstadt, sont apparus très vite ce que l'on peut appeler les phénomènes constants du communisme réel. C'est en les identifiant que nous pouvons peut-être aller à l'essentiel de ce que furent 100 ans de communisme. La première constatation, c'est que, comme à Pétrograd en 1917, les communistes n'ont jamais pris ou essayé de prendre le pouvoir autrement que par la force, et qu'ils ne l'ont jamais gardé que par la force. C'est par la guerre qu'ils ont pris le pouvoir en Ukraine, en Pologne, dans les pays d'Europe de l'Est et centrale, et aussi en Chine, au Vietnam, en Corée du Nord, à Cuba, et dans bien d'autres pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Dans bien des cas, ce n'est que par l'utilisation massive des tanks du pacte de Varsovie que le communisme s'est maintenu au pouvoir. Lénine est donc à la fois le théoricien de la Révolution et le praticien. C'est un homme très façonné par ses origines, russe, juive, asiate. Son frère a été exécuté, on l'a exécuté sous le tsar beaucoup moins que sous les bolcheviks, mais donc c'est un révolutionnaire professionnel. C'est lui qui va réactualiser, somme toute, la théorie jacobine du révolutionnaire professionnel. Il va donc émettre une théorie de la révolution et en même temps une pratique qui sera notamment exprimée par un de ses compagnons qui le quittera, qui sera plutôt un menchevique comme bolchevique. Il s'appelle Plekhanov. Révolution égale propagande que multiplie agitation, que multiplie organisation. Lénine, admirateur de la Révolution française, qu'il appelait la Grande Révolution, répétait à l'envi: il ne peut y avoir de dictature du prolétariat sans terreur. Et Trotsky s'écrie: il faudra dresser une guillotine sur la place publique. Lénine disait encore: il ne faut pas reculer devant les moyens barbares pour combattre la barbarie.
Alors certains ont voulu comparer l'importance de cette révolution russe à celle qu'avait revêtue en son temps notre révolution française de 1789-1799. Et on peut constater d'abord que les soviétiques eux-mêmes et les révolutionnaires bolcheviques ont été les premiers à établir des liens entre les deux événements. En revanche, l'expérience robespierriste, les expériences marginales, telles que la conspiration de Babeuf, par exemple, en 1796, le recours à la terreur politique également, telle qu'elle a été théorisée par les bolcheviks, tout cela nous renvoie à un précédent français tout à fait évident. C'est un grand admirateur de la Révolution française. Il ne cesse de parler d'ailleurs de la grande Révolution française. Et pour lui, la Révolution doit être le fait d'un petit nombre d'hommes algériens. Seulement, sous le régime tsariste qu'il appelait barbarie lui-même, Trotsky, Staline et bien d'autres dirigeants bolcheviques avaient été déportés plusieurs fois, jamais torturés, libres de leurs activités. Le communiste Isaac Deutscher, biographe de Staline, évoque Staline ramenant dans leurs isbas gibiers et poissons, et Trotsky, grand chasseur lui aussi, et encore Lénine, passionné par ses parties d'échecs, tous chaudement vêtus de fourrure. Les bolcheviks, eux, ne laissent aucune chance à leurs ennemis. Ce ne sont pas seulement des individus contre-révolutionnaires qu'il faut éliminer, mais des classes entières, martèle Lénine. En bien des pays, avant même la prise de pouvoir qui institutionnalise la terreur, les communistes l'infligent aux populations comme le prônent les maîtres de Lénine, Netchaïev et Bakounine, les auteurs démoniaques du catéchisme révolutionnaire, avec des mots comme assassinat, viol, massacre, torture, attentat. La Tchétcha, c'est à la révolution bolchevique ce que le comité de salut public est à la révolution française. Tchétcha, cela signifie en russe commission de lutte contre les activités contre-révolutionnaires. Et Lénine dira, martèlera sans cesse, tout bon communiste est un bon tchétiste. En un mot, tout militant communiste est un flic. Ça, c'est très important de comprendre cela. Tout militant communiste est un flic, est un dénonciateur. La Tchéka a commencé à fonctionner dès le lendemain de la Révolution d'octobre sous la direction de l'homme idoine, dont Lénine a immédiatement perçu la vocation pour cette fonction infernale. C'est Félix Dzerzhinsky, un noble polonais passé au bolchevisme, au visage émacié, au regard inquiétant. Quand Lénine envoya l'aspirant Krylenko, bolchevique fanatique, avec un détachement de marins arrêter le généralissime Doukhonine, Krylenko s'évanouit devant l'atrocité du supplice que les soudards lui faisaient subir. Mais Dzerzhinsky, qui était là, impassible et admiratif, n'eut que mépris pour ses faiblesses et apprécia la brutalité sadique de ses marins. Il va recruter aussitôt, parmi eux, ses premiers tortionnaires. Dzerzhinsky dit « Faire souffrir le plus possible, le plus longtemps possible. Faire souffrir le plus possible, le plus longtemps possible. » Et Dzerzhinsky, qui a commencé donc à Petrograd, va évidemment continuer à Moscou, où les bolcheviks ont pris le pouvoir. Lénine lui a fait un immeuble considérable, celui d'une compagnie d'assurance, de la place de la Loubianka. Ça deviendra la célèbre Loubianka, qui existe toujours. Cette Tchétcha va prendre plusieurs noms en fonction de l'évolution de ses missions. Ça sera le GPU, ce GPU qui accomplira des œuvres de massacre, de génocide considérables. Ça sera le NKVD, ça sera le KGB, aujourd'hui le FSB. Lorsqu'on lit les proses politiques de Lénine, de Trotsky, Staline, puis de Khrouchtchev et Brejnev aussi, les rapports de Dzerzhinsky et de ses successeurs, Yagoda, Yenov, Beria,
on est saisi par l'incessante répétition de certains mots. Au cœur de la mystique bolchevique reviennent en effet sans cesse purge, exécution, liquidation, déportation, épuration, extermination, mise hors d'état de nuire, écrasement. Ce vocabulaire, c'est celui de toute la continuité totalitaire qui va de Robespierre à Hitler et Staline via les jeunes Turcs, organisateurs du génocide des Arméniens. Dès que la Révolution, le 7 novembre 1917, a triomphé à Moscou, la Tchéka va s'installer à 2 pas du Kremlin, dans un vaste immeuble de l'avenue Loubianka, vite appelé la Loubianka, centre de la toile d'araignée de Dzerzhinsky. Là, dans les sous-sols, se trouvent les cellules exiguës et les bureaux d'interrogatoire, ainsi qu'un local destiné aux exécutions, spécialement aménagé. Là, selon les archives russes, un temps accessible, durant plus de 30 ans, 5 millions d'ennemis du parti et surtout d'épurés du parti recevront la balle dans la nuque, mettant fin à leur souffrance. Le champ d'activité exterminatrice de la Tchéka s'étendra sans cesse. Elle aura liquidé bien sûr par milliers les contre-révolutionnaires, spectre large allant des mencheviks et socialistes révolutionnaires de Kerensky, acteurs en février-mars 1917 de la première phase de la Révolution, aux aristocrates de la vieille Russie n'ayant pas encore fui. Elle frappera les coupables de gauchisme, ce que Lénine appelle la maladie infantile du communisme, ainsi les anarchistes comme les marins de Kronstadt. Mais la guerre fait rage entre les armées blanches anticommunistes qui se sont constituées sous la direction du général Dénikine, dont une colonne fonce libérer le tsar et sa famille. Elle arrive trop tard, après leur assassinat par la Tchéka, le 17 juillet 1918 à Ekaterinbourg. Lénine n'aimait pas les ouvriers. Le secret du marxisme-léninisme, c'est le mépris pour les ouvriers, c'est la détestation des paysans. C'est déjà dans Karl Marx. J'ai parlé de Karl Marx, qui est un épouvantable bonhomme, qui n'a que sarcasme pour les gens sensibles à la charité. Pour Karl Marx, par exemple, les paysans, je cite de mémoire le manifeste du Parti communiste, il parle des paysans, cette couche inerte des classes les plus basses de l'ancienne société, cette racaille en haillons. Il n'a jamais vu un paysan de près. Pour Marx, la classe révolutionnaire par excellence, c'est la bourgeoisie. Cette bourgeoisie, je cite toujours le manifeste du Parti communiste, qui a fait accomplir à l'humanité de bien plus grands progrès que les pyramides d'Égypte, que les aqueducs de Rome. Donc vous voyez, Marx, lui, admire la bourgeoisie. Il en fait pas d'ailleurs partie, mais il a élucubré une idéologie, une théorie qui fait qu'il y aura une fin de l'histoire avec la conscientisation du prolétariat. Le prolétariat, c'est aussi une abstraction sous la plume de Marx et de Lénine. Pas plus Lénine que Marx, que Zinoviev, que Kamenev, que Trotsky, que tous les dirigeants ne sont des ouvriers. Les ouvriers, c'est la piétaille qu'il faut utiliser. Le prolétariat, c'est la masse. Engels écrivait déjà, dans le prolétariat, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'il est une force. Mais un autre danger se lève face à la dictature lénino-trotskiste. Les révoltes des ouvriers qui, bien avant les marins de Kronstadt, n'en peuvent plus de la tromperie des soviets et de la dictature du parti bolchevique. Au mois de mars 1919, des grèves éclatent dans tous les centres industriels de la Russie, de Petrograd à Toula et Astrakhan. Lénine ordonne la liquidation des meneurs. La Tchéka se structure partout en unité territoriale. Derrière l'armée rouge qui conquiert peu à peu l'immense espace russe et les pays que va annexer l'URSS, elle liquide partout férocement ou déporte les éléments considérés comme ennemis du communisme. On ne peut évoquer ici que quelques aspects de sa gigantesque œuvre de mort. Elle ne massacre pas que les ouvriers en grève, mais elle va avoir à faire face aux grandes masses paysannes qui refusent les réquisitions, la persécution antichrétienne
et aussi la conscription. Pour ces raisons, dans de nombreux districts de la Volga, à l'Oural, comme dans l'ouest de la France en 1793, surgissent des foules de paysans russes, ukrainiens, tatars et bachkirs, armés de fourches, de pics et de faux. C'est l'insurrection des fourches, aussi appelée l'aigle noir et le laboureur. En face, avec leurs canons et leurs mitrailleuses, les brigades tchékistes, renforcées par l'armée rouge, liquident des dizaines de milliers d'insurgés sans venir à bout de cette révolte qui s'étend sur des territoires immenses. Lénine, par exemple, parle des Vendées russes quand il évoque la résistance du monde paysan aux tentatives bolcheviques. Et on sait ce qu'ont représenté les sanglantes moissons, pour reprendre le titre d'un ouvrage universitaire anglais, qui ont correspondu à la répression organisée contre les insurrections paysannes qui se sont multipliées à partir de 1918. Donc une référence très claire à la Révolution française. Plus d'1 million de paysans sont massacrés dans cette répression qui se prolonge avec la décosaquisation des territoires cosaques du Don. Le 24 janvier 1919, le comité central du parti a en effet décidé à Moscou une terreur massive contre les riches cosaques qui devront être exterminés et physiquement liquidés jusqu'au dernier. Entre 3 et 500 000 personnes des régions cosaques seront ainsi assassinées. Les Tchékas territoriales auront leur spécialité en atrocités. Fin 1918, à Poltava, on empale les détenus. À Ekaterinbourg, on les crucifie. À Voronezh, on les met dans des tonneaux garnis de clous qu'on lance ensuite du haut d'une colline. À Kharkov, on leur écorche les mains. Et à Kiev, enfin, le grand idéologue tchéquiste Martin Lazy a recruté des Chinois, démons spécialisés dans l'utilisation tortionnaire des rats. Ainsi va se modeler dans les premières années du communisme soviétique l'exemple de ce que seront systématiquement partout les Tchékas, dont le chef est en fait le vrai numéro 2 du régime. La première Tchéka hors URSS sera constituée en Espagne, dite républicaine pendant la guerre civile. C'est Genrikh Jagoda, en personne, chef du NKVD, qui, de la Loubianka, s'occupe de la stratégie soviétique en Espagne. La Tchéka centrale hispano-soviétique de Madrid organise des dizaines de Tchékas dans toutes les villes de la zone rouge. Elle dirige aussi les brigades internationales créées sur décision de Staline et que dirige le Français André Marty, qui va y gagner son titre de boucher d'Albacete. Très idéaliste à cette époque, George Orwell et Simone Weil ont écrit leur effroi et leur révolte après leur découverte là-bas de l'abomination totalitaire et terroriste du communisme. La Tchéka, quelles que soient ses attributions et ses sigles successifs, fut toujours les tentacules de la pieuvre soviétique sur les pays satellites et les partis frères. Quant au régime communiste séparé de Moscou, la Chine maoïste et autres pays, leurs Tchékas ne se sont guère différenciés de la maison mère de la Loubianka, sinon par des formes de torture dans lesquelles les victimes ont été amenées à être des bourreaux les unes des autres, comme dans le lavage de cerveau chinois ou dans le laboratoire de déshumanisation de la prison de Pitești en Roumanie. À Pitești, il y a eu une espèce d'expérimentation, de rééducation, soi-disant, de cadres de l'Ancien Régime dans une prison particulière où, brièvement, ils étaient obligés de se torturer les uns les autres à la suite d'une torture préalable qui pratiquement n'arrêtait pas. Ça continuait jour et nuit de manière à ce que les détenus étaient transformés en espèce de zombies incapables de réfléchir, et on les contraignait à se torturer entre eux, amis, pas amis, de manière à devenir des éléments qui s'intègrent à la nouvelle société et qui deviennent communistes.